Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la review de Impact Slammiversary 2021. Et je suis tout seul, et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit format podcast, totalement podcast, pour le coup il n'y aura pas de montage après, voilà, donc pour tout simplement une question de temps, donc voilà. Donc là on sera vraiment sur le format pur podcast, comme ce que je faisais pendant très longtemps sur la chaîne des rebuts du catch. Et donc c'était pour parler de Impact Slammiversary, un show que j'ai vu en deux morceaux, parce que bah voilà, beaucoup de taf à côté, très fatigué, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et puis également bah ouais, il y avait Money in the Bank, la review avec Benny is Money à préparer, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. On a pris énormément notre temps pour parler de Money in the Bank. J'espère que je vais pas mettre autant de temps pour parler de Slammiversary. Logiquement non. Mais bon voilà, donc là voilà, on est dans un format chill podcast. Mets-toi à l'aise, prends-toi un petit thé, un petit café, ou si tu m'écoutes, bah tu fais ce que tu as à faire, va faire du sport, va travailler, fais ce que tu veux, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des rebuts du catch si ce n'est pas le cas, laissez un bon gros like si vous aimez ce genre de format un peu plus chill, un peu moins nerveux, on va dire, qui est une review un peu montée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc c'est parti, on va y aller tout de suite avec la review de Slammiversary 2021. Et oui, c'est donc le gros show de Impact Wrestling, et c'était le show du retour du public également pour Impact Wrestling, et ça clairement ça fait plaisir, sans aucun doute. Ça c'est voilà, c'est quand on regardait Impact Wrestling pendant pas mal de temps, clairement on se disait il manque vraiment le public parce que la salle était un peu creuse, voilà, ils avaient rajouté du faux public, etc., mais on sentait vraiment que c'était voilà, qui manquait vraiment quelque chose d'important, et le quelque chose d'important, c'était un peu comme partout, c'était le public. Et donc bah pour ce show là, donc le show c'était le 17/07/2021, donc le 17 juillet, comme vous le voyez à ma droite, super overlay encore une fois de l'ami Fab, bien sûr, bien entendu. Alors bon, c'est un peu mal coupé pour les photos, c'est de mon autre côté pour moi, pour la version vidéo comme toujours, mais bon voilà, j'ai fait comme j'ai pu, j'aurais dû lui dire de faire un cadre, mais bon c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Donc le show c'était à Nashville, Tennessee, au Skyway Studio, qui est exactement la même salle où ils ont fait tous leurs shows sans public. Et donc c'est une petite salle, clairement, et ils avaient à peu près, je dirais à vue d'œil, j'ai pas les chiffres exacts, mais ils avaient à peu près, allez, on va dire une centaine de fans, à peu près, centaine de personnes qui devaient être là. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup cette ambiance qui est très, très underground, un peu petit, mais ça reste quand même assez propre niveau réalisation. C'est pas, ça reste un peu moins beau, on va dire, en règle générale, Impact Wrestling qu'une promotion comme Ring of Honor par exemple, mais ça reste quand même au-dessus que Major League Wrestling par exemple. Donc voilà, et ça donnait du coup une atmosphère assez indépendante, et j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Et franchement, j'aime autant avoir une salle de 100 personnes blindées où on voit qu'ils peuvent pas trop caser plus de monde, qu'avoir une salle de 1000 personnes où il y a 150-200 personnes dedans, quoi. Donc limite, s'ils restent dans ce genre de salle, franchement, bah voilà. Après, quand on voit tout ce qu'ils ont annoncé, tous les arrivées de certains, etc., logiquement, ils auront pas trop de soucis à remplir des salles. Mais bon, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc voilà, donc le show a commencé bien entendu avec un kick-off, avec la première heure, c'est comme ça qu'il appelle. Je n'ai pas vu le match parce que je vais pas que ça à faire entre guillemets, voilà. Mais bon, c'était donc pour le titre Tag Team Knockout, donc le titre Tag Team féminin, c'était Fire and Flava contre Evoque et Rosemary, et c'est tout simplement Evoque et Rosemary qui ont gagné les titres. On a donc des nouvelles championnes Knockout Tag, donc moi ça me fait plaisir parce que c'est une équipe que j'aime bien. Evoque et Rosemary, c'est pour l'équipe DK, la faction DK, qui est avec Crazy Steve et Black Taurus, en plus de Evoque et Rosemary. Enfin, pour le coup, j'ai pas suivi les weekly encore une fois de Impact. J'étais pas au courant que Evoque avait rejoint Rosemary. C'était peut-être déjà le cas.
pardon, excusez-moi, c'est ça la joie du podcast. C'était peut-être déjà le cas, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'était déjà le cas que Havok a rejoint Rosemary, était déjà dans DK ou elle a juste rejoint Rosemary, elle n'est pas vraiment dans DK, je sais pas. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me le dire, mais voilà, donc moi je suis plutôt content du résultat. Fire and Flava, je les trouve trop green en règle générale, mais bon voilà, là j'ai pas vu le combat, donc je dirais pas plus sur ce combat. Le show a ouvert avec tout simplement le match pour le titre X Division dans un Ultimate X Match. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Ultimate X Match, c'est assez simple, hein, c'est un ladder match, on va dire ça comme ça. À la seule différence qu'il ne faut pas monter sur une échelle pour prendre le titre, et il faut grimper à des cordes qui sont en forme de croix. Et à l'époque c'était souvent un X en fait en bois qui était à accrocher. Je sais plus si généralement le match Ultimate X c'était pour le titre X Division ou si c'était pour avoir une opportunité au titre X Division, et je crois que c'était plutôt une opportunité généralement au titre X Division, mais là vu que c'était pour le titre ils ont mis directement le titre en haut. Donc voilà, donc c'était Josh Alexander, bien entendu l'actuel champion, qui faisait face à Petey Williams, Trey Goel, Roy Raju et Ace Austin, et également il y avait Chris Bay. Donc voilà, une belle brochette de high flyer et de catcheurs de la division X. Je trouve que ça manque un peu d'un poids lourd. Je l'avais dit lors de ma dernière review de Impact Wrestling, j'aurais bien voulu voir un Black Taurus dans ce match-là. Il n'était pas utilisé et clairement, encore une fois, je le répète, logiquement, hein, on va dire historiquement parlant, le titre X Division, c'est clairement pas un titre Cruiserweight, quoi. Donc il y a eu des poids lourds qui l'ont pris. Je pense directement à Samoa Joe, mais ce n'est pas le seul. Donc franchement, Impact Wrestling, il faut vraiment, j'espère qu'ils vont le faire, mettre un Black Taurus dans cette division X. Ça serait vraiment très très cool et ça permettrait d'avoir un côté un peu plus physique, on va dire, que les Cruiserweight qu'on a dans ce match-là. Mais ça n'empêche qu'on a eu quand même un match plutôt cool. Comme on s'en doutait, c'était un très très bon spot fest de famille où ça spotait vraiment dans tous les sens, etc. etc. C'est un poil gâché, surtout au début de combat, par les angles de caméra qui sont un peu mal choisis, tout ça, comme la salle est un peu petite, des fois c'est un peu mal filmé. Et on a donc du mal à suivre l'action, mais ça n'empêche que clairement c'était bien rattrapé entre guillemets parce qu'il y avait le replay, donc ça permettrait de revoir les actions, etc. Mais c'était vraiment comme on s'en doutait. Clairement c'était un vrai bon spot fest. Il y a eu un spot un peu Cercle du Soleil, hein, comme j'aime le dire, qui est avec un Uncle Lock de Alexander sur Bay. Des cordes, donc en gros il y avait Bay qui était accroché aux cordes et Alexander qui le faisait à un Uncle Lock. Je sais plus exactement comment c'était, mais je sais que bon, il y a certains spots des fois ils en font un peu trop. Je sais qu'il y a Fab qui a réagi sur Twitter en disant bon là c'est un poil trop quoi les gars, franchement voilà, et je suis assez d'accord avec lui. Je trouve qu'ils ont essayé de faire trop compliqué, il n'y avait pas besoin de faire autant de spots un peu what the fuck. Franchement je trouve que voilà, pour prendre l'exemple d'un même style de match un peu, si on compare par exemple au Money in the Bank masculin qu'on a eu cette année, hein, lors du dernier pay-per-view de WWE, le Money in the Bank masculin est beaucoup moins foufou, on va dire, un peu plus classique dans les spots, même s'il y a des gros spots, et je l'ai dit dans la review de Money in the Bank, mais je trouve que ça a permis de pas aller trop loin et de pas faire du Cercle du Soleil, quoi. Là des fois il y a des trucs, c'est un peu bof, voilà. C'est un peu trop, voilà. Bon, par contre, il y a des spots qui sont vraiment cool. Il y a un gros cutter de Bay sur Austin qui était accroché aux cordes à l'envers. Il avait les jambes accrochées, la tête qui pendait au sol. Et Bay a sauté, il lui a fait un cutter en l'air. C'était vraiment magnifique. Et pour le coup, voilà, quand il y a des spots et tout, ça marche bien. Il n'y a pas eu trop de botch, dans mes souvenirs en tout cas. Mais voilà, donc c'était cool. Il y a eu un enchaînement également de Canadian Destroyer de Petey Williams. Hein, bien entendu, c'est celui qui a créé la prise. Hein, donc il était obligé d'en faire. Et le fait, je pense, c'est celui qui le fait le mieux, hein, sans aucun doute. Ils sont magnifiques. Et le plus gros Canadien que j'ai vu là, il y a un moment, il y a Josh Alexander qui porte en electric chair, je crois que c'est Chris Bay si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est ça.
Il y a Alexander qui porte Chris Bay en Electric Chair, donc il l'a sur ses épaules. Et, et là, il y a Pete Williams qui porte un Canadian Destroyer des épaules. Je crois qu'il était accroché aux cordes, si je dis pas de bêtises. Et il porte un Canadian Destroyer du haut des épaules de Josh Alexander au sol. Et Chris Bay prend un bump. Oh là là, c'était bien violent. C'était bien sick et c'était incroyable. Un énorme bump, un énorme Canadian Destroyer. Donc voilà, vraiment très cool. Vers la fin de combat, il y a Chris Bay et Alexander qui étaient suspendus aux cordes et qui s'échangeaient des atémis, tout ça. Ça, c'était vraiment cool. Et à la fin, Josh Alexander finit par garder le titre. Et donc rester champion X Division. Franchement c'était un très bon opener pour bien commencer un show. On peut pas mieux commencer que ça. Je l'ai pas dit mais c'est toujours commenté par Matt Striker et également D'Lo Brown. J'y reviendrai juste après sur eux, mais j'ai des trucs à dire. Je voulais le dire en début de review puis j'ai complètement oublié. Ça arrive, hein. C'est les joies du podcast. Et donc pour rester sur ce match là, ouais voilà. Franchement je trouve que tout le monde a eu un bon effet. J'ai adoré le personnage de Hill de Rohit Raju dans ce match, qui a essayé plein de techniques pour accrocher pour prendre le titre avec lui sans monter aux cordes parce qu'il avait un peu peur. C'était peut-être, on va dire, avec Josh Alexander, le moins aérien des 6 catcheurs. Et ça a permis d'avoir des spots comédie assez drôles où il essayait de prendre un crochet, etc. pour décrocher le titre et tout. C'était vraiment cool et ça mange pas de pain et ça permet de rigoler un peu et tout ça, c'est cool. Peut-être celui qu'on a vu le moins, je dirais que c'est Ace Austin, étrangement. Bon, voilà, c'est... Quand il fait ses spots, il est très bon, mais c'est vrai qu'on l'a peut-être vu. On l'a peut-être vu un peu moins dans le match. Il y a beaucoup de spots qui sont quand même concentrés sur Chris Bay, Josh Alexander et puis Trey Miguel. Pete Williams, c'est le mec expérimenté du match, donc voilà. Et Trey Miguel, c'est Ricochet Bis, quoi. Qu'est-ce qui le ressemble de plus en plus? Il commence à avoir les mêmes mimiques, la même gueule et tout ça. Je le trouve très bon. Pas autant qu'un Ricochet, parce que Ricochet est fantastique. Quand il peut catcher, il est fantastique. Mais Trey Miguel, c'est vraiment un gros potentiel. Ça a l'air d'être un vrai con, d'après ce qu'on a cru comprendre. Après encore, c'est des on-dit, hein, bien entendu. Mais ça reste que c'est un super catcheur. Et je pense qu'il prendra le titre à un moment ou à un autre. Ça, j'ai pas trop de doute là-dedans. Donc voilà, c'était en tout cas un très bon match. Et franchement, voilà, moi c'est un match que j'ai mis 4 sur 5, donc un vrai bon opener pour commencer le show, un match que je peux que conseiller si vous aimez le style un peu de Spotfest, tout ça. Donc voilà, un match qui fait plaisir d'entrer le jeu, et donc voilà, c'était cool. Juste pour revenir, maintenant que j'y pense, sur les amis, comment dire, D'Lo Brown et Matt Striker. Matt Striker, c'est peut-être pour moi l'un des meilleurs commentateurs play-by-play actuellement, avec Kevin Kelly, avec Yann Riccaboni, enfin voilà, avec bien entendu Excalibur. Mais parmi les commentateurs américains, franchement, Matt Striker, il est vraiment trop cool parce qu'il a une voix un peu, il parle comme ça, attention, et j'adore sa voix. Et pour avoir regardé pas mal de Lucha Underground ces derniers temps pour la vidéo des plus grandes rivalités avec Phoenix contre Mil Muertes, ça sortira très bientôt sur la chaîne des rebuts, il faut que je finalise le montage. Mais pour avoir regardé du coup pas mal de Lucha Underground, je me suis vachement habitué à sa voix, et là de le retrouver à nouveau chez Impact, comme chaque mois que je regarde tous les pay-per-view de Impact Wrestling, c'est vraiment un gros plaisir. Franchement, j'y reviendrai, mais à un moment il a dit quelque chose d'hyper intelligent. Peut-être que je vais pas le retrouver dans mes notes, mais bon, j'ai essayé de le retrouver tout en vous parlant. Mais voilà, après D'Lo Brown, bon, il fait le color commentator, il dit des trucs des fois qui sont pas mal, mais c'est bon, voilà, il fait le boulot de color commentator, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire qu'on a, franchement. Donc c'est vraiment un bon duo. D'habitude j'écoute Impact dès que je peux en français quand c'est disponible sur feed.tv. Mais là, comme je ne l'ai pas regardé en live, j'avais pas trop l'envie de payer 19 € pour regarder en replay, sachant que j'allais sûrement être spoil. Et effectivement, j'étais spoil de la fin du show avant de voir le show. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Donc du coup, j'avais pas envie, donc j'ai pas payé. Donc je sais pas du tout ce que Marc Blondin et Handsome JF ont fait comme travail. Moi, comme je l'ai déjà dit dans la review que j'avais fait avec Handsome JF de Hard to Kill, je l'avais trouvé vraiment plutôt bon, quoi, dans l'ensemble. Et voilà, il y avait des trucs qui me plaisaient pas, mais je lui avais dit, comme
la systématique de traduire les prises, etc. Donc voilà, donc si vous l'avez regardé en français, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vraiment d'avoir des avis sur le travail de Handsome JF et Marc Blondin. Donc surtout n'hésitez pas, si vous l'avez regardé en français, ça m'intéresse. Donc voilà pour la partie commentaires. Juste après, il y a une promo de Don Callis sur le main event, pour parler du main event, pour dire que Sami Callihan, il fait que du catch garbage, etc. Enfin, Don Callis, hein, super micro, il est très très bon dans son rôle, et aux commentaires pour le main event, il a fait vraiment une régalade du début à la fin, donc voilà, c'était vraiment très très bon. On va enchaîner avec le match d'après. C'était un match avec le premier match où il y avait il y avait une surprise dans ce combat. C'était Brian Myers et Tenille Dashwood, qui étaient accompagnés de Caleb with AK et Sam Bill, qui sont Sam Bill, c'est le manager coéquipier de Brian Myers, et Caleb with AK, c'est le manager de Tenille Dashwood. Et donc c'était Matt Cardona qui était accompagné d'une catcheuse, une arrivée ou pas, voilà, c'était une catcheuse mystère. J'avais pas trop de surprise, dans le sens que c'est bien entendu Chelsea Green qui est venu faire équipe avec Matt Cardona. Pour info, pour ceux qui sont pas au courant, info un peu gossip, hein, Matt Cardona et Chelsea Green sont en couple, ils sont même fiancés depuis peu, voilà, donc félicitations à eux bien entendu. Et donc bon, voilà, ce retour de Chelsea Green chez Impact, c'est cool. Elle avait quitté Impact pour aller chez WWE, ça a été clairement un échec, hein, on le sait bien. J'ai cru comprendre également qu'elle avait fait une apparition du côté de chez Ring of Honor. Donc bon, est-ce que ça sera qu'un one shot du côté de chez Impact, ou est-ce qu'elle va aller plus du côté de chez Ring of Honor? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais plutôt content. L'histoire entre eux, c'est assez basique, hein, c'est les amis qui ont le podcast, mais qui sont un peu jaloux l'un de l'autre, etc., etc. Il y a une espèce aussi, ils ont dit, alors je sais plus si ça vraiment, si c'est vrai ou pas, mais ils ont dit, j'ai cru comprendre à un moment qu'ils disent que Tenille Dashwood a eu une relation à un moment avec Matt Cardona dans leur vie, et donc c'est pour ça, il y aurait des petits trucs, etc. entre eux dans le passé, donc voilà, ils jouent un peu là-dessus. Bon, c'est du mid-card, ça intéresse pas tout le monde, personnellement, je peux pas dire que ça m'intéresse, mais je peux pas dire que ça me dérange non plus, quoi. Voilà, je trouve que ce match-là, je vais aller assez vite sur le match en lui-même. C'est vraiment du basique, hein. C'est assez basique, c'est du tag team assez basique. Donc voilà, au début de combat, juste, j'ai dit D'Lo Brown, machin, au début de combat, il y a les deux femmes qui commencent à se battre, quoi, et elles se battent. Et là, il y a D'Lo Brown qui nous sort un cat fight. Quelqu'un lui a dit qu'on n'est plus en 98, ou comment ça se passe? Parce que là, franchement, cat fight en 2021, c'est un peu moyen, quoi. Enfin bon, voilà. Ça m'a un peu surpris pour le coup, mais bon. Voilà, hein, c'est un peu un mec à l'ancienne. Cardona domine en début de combat, puis au final, il se fait avoir par Brian Myers avec un DDT, je crois, sur la rampe d'entrée. Derrière, il y a la hit des heels sur Cardona, et puis derrière, il y a le comeback de Chelsea Green. C'est sympa, voilà. Lors de cette rivalité, en fait, quand Tenille Dashwood est arrivée dans cette rivalité, elle avait mis un low blow à Matt Cardona, et tout simplement là, Matt Cardona, à un moment, il est au niveau des cordes, je crois, et il y a exactement le même spot que lors des derniers weekly de Impact, et donc Tenille Dashwood va pour porter un low blow sur Matt Cardona, mais cette fois-ci il a réfléchi, putain, pour une fois qu'un face réfléchit, c'est intelligent, il avait mis une coque, et donc du coup il a pas mal au coucougnette, donc c'est un spot. Bon, ça mange pas de pain, mais je trouve ça bien. Au moins un face pas bête, tu vois, c'est con, mais au moins ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc à la fin, c'est victoire de Chelsea Green avec un umpire. C'est un match que j'ai mis 3 sur 5. C'était un match sympa. Voilà, franchement, c'était sympa. Juste après le gros spot fest qu'on avait eu, franchement, ça s'enchaîne plutôt bien. Et puis, revoir Chelsea Green chez Impact, ça avait l'air de faire plaisir aux fans, à la centaine de fans qui étaient dans la salle. Donc, voilà, c'est cool. Première, on va dire, surprise dans ce show qui était plutôt cool. Donc voilà. Franchement, bon, après, c'est pas une grande surprise. On s'en doutait bien quand même que ça soit Chelsea Green avec Matt Cardona. Ça aurait été bizarre que ça soit quelqu'un d'autre. Mais bon. Ensuite, il y avait un single match entre Eddie Edwards et W. Morrissey, l'ancien Big Cass, Colin Cassidy,
KSXL, peu importe comment vous l'appelez, hein, voilà, j'ai cité tous ces noms hein, de W. Morrissey. C'est un match qui, moi personnellement, franchement, je vais parler que du catcheur de W. Morrissey. Le mec en lui-même, je le connais pas, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il est meilleur qu'avant. Je trouve qu'il est meilleur qu'avant. Pour le coup, là, il a le rôle du heel, big guy, etc., qui prend l'avantage dans le combat avec sa puissance, etc. Mais il a surtout de la chance dans ce combat-là, c'est d'être face à un super adversaire, parce que Eddie Edwards lui donne tout ce qu'il a pour le mettre over, quoi. Et il fait tout ce qu'il peut, Eddie Edwards, pour mettre over Morrissey. Morrissey qui, voilà, il est pas incroyable, hein. Franchement, il est pas incroyable. Mais je trouve qu'il a l'impact, il est assez percutant. Il reste toujours un peu robotique, etc. Mais dans l'ensemble, je le trouve plutôt intéressant. Je trouve ça bien pour Impact d'avoir un gros big heel comme ça. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. J'aurais du mal à le voir champion Impact. Ça serait vraiment une erreur selon moi. Mais bon, si c'est pas pour l'amener champion, le fait. Bon, actuellement, je pense pas qu'il va battre Kenny Omega. Hein. Faut pas abuser. Mais bon, franchement, il me dérange pas. Il me dérange pas. Et puis, ils ont fait les deux un match plutôt solide. Voilà, c'est basique hein, dans l'ensemble. Mais comme je l'ai dit, Eddie Edwards, il a tout fait pour mettre over Morrissey. Et il y a eu des spots plutôt sympas. À un moment, il y a eu un topé de Eddie et Edwards. Et puis, ça a été contre un chokeslam par Morrissey. Chokeslam sur les prunes. Voilà, c'est basique, mais ça reste plutôt solide, Il y a une fin de combat qui est assez excitante, voilà, il y a des small packages, etc., qui sont plutôt cool. Il y a un Shining Wizard, qui est l'un des moves signatures hein, de Eddie Edwards, sur Morrissey, puis Morrissey roule à l'extérieur. Et derrière, Morrissey sort une chaîne de sa chaussure, voilà, et on le voit, il y a les caméras qui le filment. Et là, voilà, Matt Striker, très bon commentateur, qui a dit gros travail de la réalisation de Impact Wrestling qui nous permet d'avoir ces images-là et tout. C'est trop bien, quoi. Ce genre de petits détails, de petits trucs, Matt Striker, il est super bon là-dedans. Et donc, il sort la chaîne de sa chaussure, et puis, bah, Eddie Edwards, comme un babyface un peu con, lui, pour le coup, il va le voir, et puis il se prend un coup de chaîne. Et derrière, il y a un Jackknife Powerbomb, très beau. Un très beau Jackknife Powerbomb. Pour la victoire de Morrissey, j'ai mis 375. Je suis convaincu par Morrissey chez Impact, franchement. Et encore une fois, je parle que du catcher. Moi, personnellement, je trouve qu'en tant que big guy, tout ça, en tant que mec puissant, il fait le taf. Eddie Edwards a vraiment mis tout ce qu'il pouvait pour lui. Mais en vrai, il fait vraiment le taf. Donc, c'était plutôt solide. Voilà, vraiment un bon match. Voilà, 375. Un match qui, si vous n'êtes pas vraiment, si vous êtes envie de voir qu'est-ce que vaut W. Morrissey, si vous ne l'avez pas vu depuis son arrivée chez Impact, c'est sûrement son meilleur match qu'il a fait, je pense, sans aucun doute. Hein. C'est un match, c'était contre Willie Mack, je crois, et puis Rich Swann était moins bien que ce match-là contre Eddie Edwards. Il est vraiment plutôt solide. Donc voilà. Un match que je peux conseiller si vous n'êtes pas des anti-W. Morrissey, bien entendu. Ensuite, il y avait un match, il y avait quoi? Alors, attendez. Ah, je me suis trompé dans ce que j'avais... Ah oui, non, c'est ça, en fait. Oui, pardon. Ok. Donc ensuite, il y avait il y a eu une promo de Mousse qui parlait de Chris Sabin et des conséquences du match à venir, etc. Mais promo vraiment solide hein, de la part de Mousse. Sans aucun doute, ça reste quelqu'un que j'aime vraiment, que ça soit en point de vue in-ring, point de vue charisme, j'y reviendrai. Et c'est vraiment un catcheur que j'aime beaucoup. Il a une promo vraiment très très solide. Ensuite, il y a une autre promo qui s'enchaîne, une promo où on voit un mec un peu écrire. On voit un mec écrire et tout ça, et puis il y a marqué, il écrit avec de la peinture et tout ça, et il y a marqué Long Live au Drama King. Long Live Drama King, un truc comme ça. Et c'est signé, on sait pas trop quoi, tout ça. Bon, est-ce que ça a un rapport avec la fin du pay-per-view? Je ne sais pas. J'ai pas réussi à savoir. Excusez-moi, ça me gratte. J'ai pas réussi à savoir. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez eu des infos, si c'était bel et bien en rapport à Jay White. Je sais pas. J'ai pas trop compris ce que c'était. C'est peut-être un truc qui tease encore. Franchement, je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on a eu un match qui n'était pas prévu de base. Il y a eu Madman Fulton et Shera, les deux qui étaient
comment dire, virés aux abords des rings pendant le match X Division, hein, parce qu'on sait que Matt Fulton adore intervenir dans les matchs de Ace Austin, donc là c'est pour ça qu'ils n'y étaient pas. Et donc Matt Fulton et Shera arrivent sur le ring, et puis ils commencent à s'engueuler un peu, ils disent ouais on mérite d'avoir un match, tout ça. Donc là il y a Scott D'Amore, le président de Impact, qui arrive avec un micro à la main et qui dit ah ok vous voulez de la compétition, bah écoute ça tombe bien, j'ai une équipe qui est là et qui est prêt à se battre, donc si ça vous dit bah on y va, let's go. Et donc c'est Finjuice qui est là, donc moi ça me fait plaisir franchement parce que j'adore Finjuice, je suis très content de les voir chez Impact, ça permet de les voir un peu parce que bah comme ils peuvent plus aller chez New Japan actuellement, bah ça fait plaisir, moi je suis content. Et on sait hein, que David Finlay a un match important en août du côté de chez New Japan États-Unis contre tout simplement Jay White pour le titre Never Openweight. J'y reviendrai sur ça en fin de review. Donc voilà, bon c'est un match job, c'est un match pour donner une victoire à Finjuice. Le seul petit truc que je comprends pas, c'est pourquoi faire perdre Madman Fulton qui avait l'air d'être un peu protégé. Ça m'a un peu surpris que ça soit Fulton qui prenne le pin. Shera, je sais pas, peut-être qu'il est protégé chez Impact, je sais pas. Mais bon, voilà, ça m'a surpris. Victoire de Juice, du coup, sur Fulton. Bon, voilà, je comprends pas la raison du job pour Madman Fulton. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Ensuite, il y avait le match entre Moose et Chris Sabin. Et oui, donc c'était un match que j'attendais pas mal parce que, comme je l'ai dit, Moose c'est un catcheur vraiment que j'aime bien. Je le trouve super solide. Pour moi, s'il y avait un mec de Impact qui aurait dû prendre le titre à Kenny Omega, c'était lui. Bon, c'est pas son moment, mais j'espère qu'il va avoir le titre un jour ou l'autre parce que je crois qu'il a re-signé chez Impact, hein, Moose. Donc franchement, s'il a re-signé, il faut qu'il lui donne le titre à un moment ou à un autre. Ça sans aucun doute. Et face à lui, Chris Sabin, franchement, c'est un catcheur ultra solide, un vétéran des rings, et ça fait plaisir de le voir encore très bon dans le ring, quoi, franchement. Donc voilà. Petit point tenue, la tenue de Moose, je l'ai partagée sur Twitter, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir sur mon Twitter, Cody Rebus, hein, c'est juste en dessous. Donc si vous n'avez pas vu, allez le voir parce que la tenue de Moose, elle est fantastique. C'est une tenue un peu, on va dire, antique, un peu romaine, etc. Et ça claque, quoi. Ça défonce. Visuellement parlant, c'est magnifique, quoi. Il a un charisme, je trouve, Moose, qui est, moi je sais pas, moi personnellement je l'adore, Moose, et donc voilà, donc je sais que c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi personnellement c'est un catcheur que j'aime beaucoup, puis je le trouve très bon in ring, quoi. Il est extrêmement solide, un grand gabarit comme ça, fort, et puis qui est aussi tout aussi à l'aise à faire des moonsaults, etc., donc c'est vraiment un catcheur très complet, et franchement je trouve qu'ils ont un mec qui est vraiment pas mal, quoi, qui est vraiment très très bon du côté de chez Impact pour le moment. Bon voilà, ils ont pas on n'a pas trop l'impression qu'ils veulent le pusher plus, en tout cas pour le titre. Ça manque peut-être en vrai d'un titre, mid-card des poids lourds, on va dire, chez Impact. Ou sinon ils sont qu'à lui filer le titre X Division en vrai, hein, parce que vu ce qu'il fait des fois, il aurait largement la place d'être dans la division X Division. Peut-être, excusez-moi, j'ai le hockey. Peut-être qu'il a déjà été, je sais pas, champion X Division, mais ça pourrait être, pourquoi pas. Lui qui se revendique être Impact, prendre le titre X Division, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal également. Donc voilà, à voir en tout cas. Franchement, le match en lui-même est très cool. Moi j'ai trouvé que c'était un bon match. C'est un match qui est 50-50, il y a des moves rapides de Sabin, de Chris Sabin, voilà, qui fait toute sa vitesse. Il est un peu moins rapide qu'avant, bien entendu, parce qu'il vieillit un peu, mais ça n'empêche que ça reste quelqu'un de très cool encore et de très, très fluide dans ses mouvements, quoi. Le mec il est propre, hein, quand même, il est quand même très très propre. Et puis voilà, il y a Sabine avec ses moves rapides, etc. Et puis Moose qui lui, par contre, lui il est impactant, quoi. C'est le mec qui fait des prises hyper puissantes, etc. Il fait un gros travail sur la jambe de Sabine pendant un bon moment du combat, etc. Donc voilà, non, excusez-moi, c'est Sabine.
qui s'attaque aux jambes de Mousse, ce qui paraît plus logique parce que Mousse, gros gabarit, grand, voilà, donc Sabine, plus petit, s'attaque aux jambes. Très basique, mais très propre, rien à dire là-dessus. Mousse revient avec des gros atémis sur Sabine. Il y a le public qui crie One More Time. En fait, il y a Sabine qui est à l'extérieur du ring, les bras dans les cordes, et puis Mousse qui lui met un atémi qui claque bien, un deuxième qui claque bien, et là le public gueule One More Time, One More Time. Et là, Mousse il rigole un peu, il fait ok, vous voulez un autre, et là donc il le remet en place, il va pour le faire, et puis en fait il fait une Charlotte Flair, il fait un doigt comme ça. C'est comme ça qu'on dit maintenant, il fait une Charlotte Flair. Donc il fait un doigt au public et c'est bien parce que c'est un heel et il est un peu over quand même, Mousse du côté de Impact. Donc ça permet de remettre en place Mousse. Donc en vrai c'était plutôt cool. Donc voilà, donc le match est bien, il y a des bons spots. Il y a un gros Spanish Fly en Fall Away Slam de Mousse, magnifique, vraiment très très cool, rien à dire là-dessus. Il y a un powerbomb de Mousse sur l'apron, puis il l'envoie dans les barrières, c'est bien violent. Et à la fin, en fait, au moment où on pense en fait que Mousse a le contrôle du match et que Sabine revient dans le combat de l'extérieur du ring, il re-rentre dans le ring à 9, etc. Où on se dit, bon bah voilà, Mousse va terminer le combat, etc. Là, on a un schoolboy surprise de Chris Sabine et qui permet à Mousse de gagner en fait le combat parce que c'est en fait, je me suis gouré, donc il y a Schoolboy Near Fall, ensuite il y a un Sunset Flip Near Fall, puis un Victory Roll et la victoire de Chris Sabine, voilà. Des fois je me gourde dans mes notes, je m'en excuse. Et donc ça permet d'avoir une fin de match, voilà, un peu surprise, très cool. Je suis très curieux de voir ce que ça va être les retombées là-dessus. Franchement ça m'intéresse. C'est bien cool, c'était un très bon match. Franchement, c'est peut-être mon troisième match préféré de la soirée. Je mets un bon 3,75 sur 5. C'était vraiment en casquette, hein, bien entendu. C'était vraiment un match très très solide que je peux conseiller d'aller voir. Si vous avez un peu de temps, franchement, ça vaut le coup. Vraiment un bon match. On enchaîne avec le titre par équipe. C'était... Violent by Design, Joe Doering et Rhino qui étaient accompagnés de Dinner et Eric Young. Falaba avec un partenaire mystère parce que TJP était pas disponible pour le show. Je sais pas si c'est une question de Covid ou pas, je sais pas, j'ai pas vu les news, mais en tout cas TJP était pas là, donc Falaba allait présenter un nouveau partenaire. Et il y avait également Rich One et Willie Mack, et également la dernière équipe c'était les Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson, et donc c'était pour les titres tag team d'Impact Wrestling, et donc les champions violents by Design défendaient leur titre. Donc voilà, donc il faut croire qu'ils avaient le Freebird Rules pour Violent by Design, parce que la dernière fois que j'avais vu leur titre défendu c'était Dinner qui était avec Rhino. Donc là c'était Joe Doering, ça me déplaît pas, au contraire, Joe Doering je l'aime beaucoup, donc ça c'est plutôt cool. Et donc Falaba arrive sur le ring et là il dit TJP t'es pas là, donc j'ai choisi donc Impact m'a demandé de choisir un autre partenaire pour pouvoir faire ce match là et tout ça, et moi je leur ai répondu no way. Et donc, mon partenaire, c'est No Way José. Mais il s'appelle juste No Way, en fait. Hein, parce que je pense que No Way José, ça doit être une marque déposée de WWE. Et donc, c'est No Way José qui fait ses débuts chez Impact. Franchement, s'il y a bien qu'on pensait pas rebondir un peu, parce que ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait bien 1 an qu'il a été viré de Impact, je crois. Hein. Il fait quelques matchs. Il a fait 2 matchs en petite promotion indépendante, soit un autre nom. Et là, donc voilà. Bon, et franchement, je sais pas si c'est peut-être un one shot ou pas, je sais pas. Franchement, ça mange pas de pain. C'est pas un mauvais catcheur. C'était plutôt fun. Les gens dansaient, tout ça. Voilà. Pourquoi pas? Tout le monde a le droit d'avoir du travail quand même. Bah oui. Moi, franchement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Donc voilà. Donc No Way José dans ce match. Il y a des spots marrants au début avec No Way José et puis No Way et Rich One. Ils dansent et tout, ils se connaissent, hein, WWE, hein, ils étaient en même temps. Donc voilà, il y a un move en duo de Falaba, et c'est là. Et attention, Matt Striker m'a sorti un moment, j'ai trouvé ça génial. Donc il y a un move en duo de Falaba et No Way, donc ils font un espèce de leg drop, mais c'est botché. Le move est botché total, tu vois, c'est vraiment dégueulasse et tout ça. Et là, Matt Striker dit un truc simple, mais qui rattrape tout. Il dit, mais c'est normal qu'ils n'arrivent pas à faire
les moves parfaitement, etc. Parce que c'est la toute première fois qu'ils sont en équipe les deux ensemble. Et donc ils vont devoir s'habituer pour mieux travailler ensemble, etc. Vous regardez par exemple les Good Brothers, eux ils travaillent bien ensemble parce que ça fait très très longtemps qu'ils travaillent ensemble, etc. Et c'est pour ça qu'ils se foirent jamais dans leurs moves. Donc si eux se foirent, voilà, c'est normal. Et juste de dire ça, bah tu dis bah oui, il a raison. Il a raison. Donc, ouais, ça peut peut-être vous paraître un petit détail pour vous, mais moi qui commente un tout petit peu, voilà, du côté de CRX et NWC, c'est ce genre de line que je retiens dans ma tête et que je me dis, si un jour, dans un match par équipe, etc., s'il y a deux mecs qui sont pas ensemble d'habitude, qui là sont ensemble et qui se botchent, bah je saurais quoi dire, quoi. Et bon, je crois que ça m'est déjà arrivé de le dire aussi, mais j'adore Matt Striker. Franchement, je le trouve vraiment très bon dans ce qu'il fait. Et voilà, moi, comme j'ai dit, hein, pour moi, il est facile top 5 des commentateurs play-by-play américains. Bon, il n'y en a pas non plus 10, 15, voilà, hein, mais même top 3, je pense que je mets... je pense que numéro 1, je mets Kevin Kelly, quand même, qui est fantastique. Je pense que je mets Excalibur et je dois mettre Matt Striker. Peut-être un peu avant Ian Riccaboni, mais ça joue à quelque chose près, hein, en vrai. Ils sont tous fantastiques, hein, franchement, voilà. Et donc voilà. Donc voilà, le match en lui-même, c'est sympa. C'est un tag team très classique, four-way. Il y a un duel de big men qui est plutôt intéressant entre Joe Doering et Luke Gallows, que j'ai plutôt bien aimé. J'aime de plus en plus les big guys. Je sais pas si c'est le fait que je vieillis, donc du coup les big guys m'intéressent. Mais ouais, je les trouve pas dégueux, quoi. Franchement, hein, ça se met dans la gueule, c'était cool. Il y a Doring qui porte une clothesline à la manière de Stan Hansen, hein, une grosse clothesline from Hell, un peu à la JBL, sur No Way, il défonce, hein, No Way. Rhino rentre enfin dans le ring, et là on est vraiment à la fin de match. Rhino fait plus rien dans le ring. Franchement, pourquoi il est là? Il fait... Déjà, la dernière fois, je l'avais dit, je trouve qu'il fait rien. Mais là, il fait vraiment rien, quoi. Il fait que... Il rentre dans le ring, il va pour porter son gore sur No Way. T'as les Good Brothers qui interviennent. Anderson, il fait son gun stun. Du coup, je crois qu'il y a un blind tag sur No Way Rosé, un truc comme ça. Derrière, il y a un Magic Killers des Good Brothers sur Rhino. Et victoire des Good Brothers, quoi. Rhino, il a rien fait dans le combat, quoi. Putain, mais même pas de tenue, c'est pour faire ça, franchement, Rhino. Ah, je sais pas. C'est feignant, quoi. Enfin, peut-être qu'il peut plus, mais t'es dinner, quoi. Enfin, je sais pas. Bon. Mais bon, voilà. Victoire et nouveau champion, du coup. Les Good Brothers. J'ai mis 3 sur 5. Ça se regarde. Voilà. C'est sympa, ça se regarde. J'étais content de voir No Way. En vrai, j'étais content de voir No Way. Ça m'a pas dérangé de le voir. Donc voilà, ensuite il y avait l'avant-dernier match, c'était Deonna Purrazzo contre une adversaire mystère, pardon, pour le titre Impact Knockout Title, donc le titre féminin de Impact Wrestling. Et donc, le partenaire mystère, c'est tout simplement Thunder Rosa, et franchement c'est très cool. C'est très cool. Thunder Rosa qui est actuellement, je crois, toujours sous contrat avec NWA, mais elle catch pas mal en indie, etc. aussi également. Et franchement, sur le papier, on est d'accord que Deonna Purrazzo contre Thunder Rosa, ça donne envie. Voilà, c'est deux catcheuses qui sont vraiment très fortes et tout ça. Et voilà, c'était vraiment... sur le papier, ils ont le potentiel de faire un gros match. Mais le problème, c'est que c'est pas le main event. C'est pas le main event. Derrière, il y a un gros main event avec du death, du hardcore, etc., etc. Elles sont pas là pour faire un main event. Et donc, du coup, le match, ça reste un match très bon. Vraiment très bon, 50-50 avec quand même beaucoup de domination de Thunder Rosa, mine de rien dans le combat. Deonna Purrazzo n'a pas réussi à faire ce qu'elle fait d'habitude, à savoir travailler le bras de son adversaire et puis derrière faire vraiment de la hit sur le bras, worker à fond le bras. Là, elle n'a pas trop réussi, elle a essayé un moment, puis au final, Thunder Rosa revenait tout le temps à chaque fois. Donc c'est un match qui est vraiment vivant. J'ai pas pris le temps, j'ai complètement oublié, mais j'imagine que c'est pas très long. Ça doit durer une dizaine de minutes, gros maximum, vraiment. Et ça finit, et à un moment, en fait, donc il n'y a pas trop de travail du bras de Deonna pendant un moment, mais il y a quand même un travail qui est vraiment cool sur le bras. C'est Deonna qui fait un Fujiwara armbar. Et il y a un contre en sleeper hold de Thunder Rosa. Et derrière, Deonna contre encore avec à nouveau la Fujiwara armbar. Et franchement, je trouve ça bien cool. Voilà, moi c'est le genre de truc qui me plaît vraiment. Il y a un gros double stomp de Thunder Rosa dans le bas du dos là. C'est assez sick, hein, à ce niveau-là.
Ça fait assez mal. C'était bien cool, Nearfall derrière de Deonna Purrazzo. Après, il y a un échange de coups, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, etc. etc. Thunder Rosa tente donc son finish. Elle est contrée en victory roll par Deonna. Puis, elle enchaîne directement avec un pile driver pour la victoire. Franchement, voilà, c'était un bon match, mais c'était pas là. Ils n'étaient pas là pour faire un match long, main event, tout ça. Voilà, c'est tout. La position dans le catch est important. Donc j'ai vu sur internet certaines personnes qui ont dit ouais, Thunder Rosa a jobé, c'est honteux, tout. C'est pas un job. C'est pas un job. Rhino a jobé. Rhino a jobé parce qu'il a pris que le pin final, il a rien fait d'autre. Mais Thunder Rosa a eu beaucoup d'offenses dans le combat. Elles avaient juste pas la place de faire un match de ouf et tout ça. Voilà, elle a accepté Thunder Rosa. Si elle est arrivée là, c'est qu'elle a accepté d'avoir cette place là. Donc franchement, je pense que certains, des fois, ils devraient savoir ce que c'est un job avant de crier au scandale que un tel a fait un job, quoi. Parce que franchement, ça, vu ce qu'elle a fait, le combat qu'elle a fait, tu montes à n'importe quel catcheur, n'importe quel worker ou autre qui sait ce que c'est un job et tout ça. Personne te dira que c'est un job ce qu'elle a fait, hein, clairement. Donc voilà. Non, elle a fait le taf qu'on lui a demandé, franchement. Et puis c'était un bon match. C'était une belle défense de titre pour Deonna Purrazzo. Ça va pas plus loin qu'un 3,5 parce que c'est rapide, etc. Mais franchement, c'était vraiment cool, quoi. C'était un bon match. On pouvait s'attendre un peu, bien sûr. Elles ont les capacités de faire bien mieux que ça, les deux, surtout l'une contre l'autre. Mais peut-être qu'on aura une revanche, un de ces quatre. Et pourquoi pas un gros main event, voilà. Pourquoi pas, on va voir. Parce que je crois qu'elle a fait une promo derrière Thunder Rosa, tout ça. Donc, pour dire que c'était que ses débuts, tout ça. Je crois que c'est ça. Mais bon, voilà, à vérifier en tout cas. Après le match, on a Mickie James. Oh là là, Mickie Hardcore Country qui fait ses retours. Qui fait ses retours. Ouais, parce qu'elle a fait 2 retours. Non, qui fait son retour chez Impact Wrestling. C'était cool. Un beau moment, voilà, le public était content. Moi, je m'en branle un peu, mais je suis content. Si le public est content, ça me convient, franchement. Elle dit elle prend le micro, puis elle dit à Deonna Purrazzo qu'elle n'est pas là pour se battre, voilà, mais qu'elle a une proposition à lui faire. Elle explique que là, elle est en train de préparer un tournoi avec les meilleures catcheuses du monde du côté de chez NWA, voilà, un tournoi, je sais plus comment il l'appelle, mais aussi du côté de Power. De NWA Power, elle va faire un tournoi féminin, ça va arriver, je crois que c'est en fin d'été, je crois, un truc comme ça, et donc elle veut les meilleures catcheuses du monde, et donc elle veut la championne Knockout, à savoir Deonna Purrazzo, dans son tournoi, voilà, et Deonna elle dit non, t'as cassé mon moment, je m'en fous de ton tournoi à la con, casse-toi de mon ring, t'es chez moi ici, c'est plus chez toi, un truc comme ça. Puis là, Deonna commence à pousser Mickie, puis Mickie la pousse à nouveau, puis elle lui met un shin kick, enfin son super kick, mais j'ai plus le nom, je crois que c'est shin kick ou un truc comme ça, un truc du style là. Donc son coup de pied habituel avec des talons. Donc belle performance de la part de Mickie quand même, hein. Voilà. Donc est-ce que ça, on peut s'attendre à un match? Oui, je pense qu'il y aura un Mickie James contre Deonna Purrazzo, victoire de Deonna bien entendu. Redonnez pas le titre à Mickie, hein. Faites pas ça, Deonna est très très bonne comme championne. Pour moi, la seule qui peut prendre le titre à Deonna, c'est Jordynne Grace, c'est tout. Et c'est ce qui va se passer, je pense. Après, Jordynne Grace, je crois qu'elle a turn heel, donc ça m'embête un peu. Mais Jordynne Grace, il faut qu'elle soit championne. En plus, elle a re-signé un long deal avec Impact, voilà. Jordynne Grace, c'est costaud, quoi. Donc voilà, voilà. Segment sympa aussi, également. Juste avant le main event, on a une promo pour Bound for Glory. Ça sera en octobre. J'ai pas fait gaffe à la date exacte. Je sais pas s'ils l'ont dit. Donc voilà. Mais info importante quand même pour Bound for Glory, donc en octobre. Et pendant la promo, on voit le logo AAA, New Japan Pro Wrestling et All Elite Wrestling. Et ça, juste ça. Tu fais, franchement, avec ça, s'ils ont des catcheurs, des 3 et tout ça, ouais, ils ont moyen de faire une carte de ouf, quoi. Ils ont moyen de faire une carte de ouf et je pense que ça, c'est très intéressant ce qui se passe quand même du côté de chez Impact. C'est vraiment la promotion où on penserait que tout le monde disait ouais, ils se font bouffer quand même, machin et tout. Et mine de rien, il se passe des trucs quand même très intéressants du côté de chez Impact et ils font parler d'eux. Il y a des gens qui vont gueuler toujours, qui vont dire ah, ils détruisent la promotion. Non, ils détruisent pas la promotion. Non, au contraire, ils font des sous. Donc voilà, ils ont raison, ils ont totalement raison.
Main Event, Impact World Title. C'était donc un match hardcore. Je suis à 43 minutes déjà. Mais c'est long en même temps. Voilà, quand on dit son avis, tout ça, comme d'habitude, ça prend du temps, bien entendu. Le match pour le titre, Impact Wrestling, Kenny Omega contre Sami Callihan. Un hardcore match très cool. Enfin, no disqualification match. Très très bon match. Beaucoup de spots. Je vais pas faire le descriptif entier du match parce que j'ai vraiment envie de parler de la fin. J'ai pas envie de dépasser 1 heure, donc voilà, je vais pas parler beaucoup plus du match, mais c'est un excellent match, un excellent hardcore match. Si vous aimez le match hardcore sans partir non plus dans le gros death match, c'est vraiment un très bon match, intense, rythmé. Plutôt violent quand même pour un hardcore match, voilà. Pas trop d'overbooking, un petit rough bump à la fin, tout ça, mais en vrai, c'est pas trop dérangeant non plus. Des beaux spots, un bon finish, innovant aussi. Kenny Omega qui met des V-triggers avec des punaises dans son genou. Bon, ça fait pas trop de sens, mais on s'en fout. Limite, il avait collé un scotch double côté là, double collant, j'ai pas le mot, et qu'il avait mis des punaises dessus, oui là ça faisait du sens, mais là il a planté des punaises dans sa genouillère et il a fait un V-trigger après. On lui dit que c'est un peu con ou bon, on le laisse mais bon voilà, ça fait, voilà, c'est du catch, hein. Ça reste esthétiquement parlant, si tu dis waouh what the fuck et tout, bon au final c'est très protégé, hein, bien entendu. Donc voilà, il y a eu une petite chaise en barbelé, des punaises en fin de combat, voilà, franchement un bon match bien rythmé. Après, je suis assez fan de Sami Callihan depuis très longtemps, depuis CZW début 2010, donc toujours quand je vois Sami Callihan, j'aime bien. C'est vraiment un catcheur que j'aime bien. Je trouve qu'il est très bon dans ce qu'il fait, à savoir du hardcore. Plus deathmatch maintenant, mais il en a déjà fait quoi. Mais il est très bon là-dedans, il est très intense, il a un bon personnage, il est plutôt bien over de côté de chez Impact. Non, c'était un très très bon main event, j'ai mis une belle note, 4,5. Voilà, un bon 4,5 pour moi. Bien rythmé, bien cool. Le public, voilà. Ils ont un petit public 100 personnes, mais c'est que des fans de ouf de Impact Wrestling. Les mythes sont peut-être un peu workés, et encore, on s'en branle en vrai, on s'en fout. Je pense pas qu'ils sont workés, hein. Mais en tout cas, c'est des fans qui savaient ce qu'ils allaient voir, quoi. Et je préfère avoir 100 personnes, 100, 150 personnes à fond dans le produit qu'ils voient, que voir 14 000 comme ce qu'on a vu à SmackDown ou des fois Money in the Bank, avec des mecs qui s'en branlent et qui sont venus parce qu'il y a du catch à côté de chez eux, quoi. Là, au moins, ils vont voir un truc qu'ils aiment bien, ils sont à fond dans le combat du début à la fin. Donc voilà, belle ambiance, très bon combat, bien rythmé, très belle défense de titre de Kenny Omega, parce que bien entendu il garde son titre avec donc un V-trigger avec des punaises dans le genou, puis un One-Winged Angel sur les punaises pour finir le combat. Donc un très bon match que je peux que conseiller si vous aimez le style hardcore, voilà. Et puis voilà, donc 4,5 sur 5, franchement, allez le voir. Franchement, allez le voir, c'était vraiment très très cool. Et donc à la fin du combat, on a les Good Brothers donc, qui arrivent. Dans le combat, les Good Brothers ont essayé d'intervenir, mais il y a Chris Sabin et Eddie Edwards qui sont arrivés. Pourtant, on sait que Eddie Edwards et Sami Callihan se sont mis sur la gueule et tout, hein. Mais voilà, ça n'empêche que pour défendre Impact, ils sont intervenus pour pas qu'il y ait des interventions, tout ça. Donc c'était cool. Franchement, là-dessus, j'aime bien. Et donc, les Good Brothers, ils arrivent. Hop, Don Callis aussi sur le ring. Ils se mettent en cercle, puis ils vont pour faire le signe du Wolfpack, hein, le signe du Bullet Club. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est une tête de loup, hein, c'est un Wolfpack. Voilà. Enfin bref, on s'en fout. Le signe du Bullet Club. Et donc ils font le signe du Bullet Club. Et là, la lumière s'éteint. Bon, j'ai été spoil avant de voir ce moment-là pendant que je regardais le show. Donc cette deuxième partie, les 2 derniers matchs, je l'ai vu tout à l'heure avant d'enregistrer. Et donc, bon, j'ai été spoil. Mais ça n'empêche que ça m'a fait énormément de frissons quand même. J'étais spoil parce que je suis allé sur Twitter et puis je pensais pas qu'ils en parleraient beaucoup d'Impact. Je me suis dit il y aurait des surprises, mais voilà, vu ce que je devais faire sur Twitter, je pensais pas être spoil. Bon, j'ai vu un post direct de Ludivine qui a dit mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils vont tous là-bas? Donc voilà, donc elle avait dit j'ai loupé ça, je sais pas quoi. Bon, alors on parlera pour Romania, donc voilà. Mais ouais, Jay White. Et puis la musique, la lumière s'éteint et là t'entends
Bullet Club for life. Et puis le thème du Bullet Club que j'aime beaucoup, le tin tin tin. Et puis derrière t'as la musique de Jay White qui se lance, t'as le public qui fait oh ouh. C'est quoi ce truc? Et là t'as Jay White qui est chez Impact quoi. Tu fais wouf. Et là il a le titre Never. Alors bien entendu pour ceux qui sont pas au courant, Jay White avait piqué le titre à Kenny Omega, le titre US. Enfin gagné le titre US IWGP, titre que Jon Moxley a actuellement. Jay White a été également champion IWGP US. C'est d'ailleurs son premier titre chez New Japan, hein, le titre US, et le titre qu'il avait pris sur Kenny Omega dans des très bons matchs, clairement. C'était encore le moment où Jay White n'était pas le Jay White actuel. Mais oui, Kenny Omega, Jay White actuel, t'as envie de le voir, bien entendu. Et pourquoi pas en main event pour le titre Never Open White. Pour le show d'août de New Japan. Je sais pas. Bon, ça, pourquoi pas. On peut rêver. Mais s'ils arrivaient à le faire, ça serait ouf comme retour de Omega chez New Japan. Bon. Et ben non. Ben non, parce que ça a été annoncé. Ben oui, ben non, ça, du coup ça casse tous mes trucs. Mais peut-être au show là, qu'on a vu pour Bound for Glory, peut-être, on sait pas. Bon, bref, on y reviendra après. Mais non, ça sera pas pour le Team Never parce que, je l'ai dit tout à l'heure, David Finlay a un match contre Jay White pour le titre Never Open Weight au show du mois d'août de New Japan USA. Donc voilà, oubliez ça. Et donc Jay White arrive sur le ring, il prend son temps, il prend la pose, un beau Jay White, magnifique, le bouc bien taillé, tout ça. Non, je rigole, hein, toujours mal taillé son bouc, mais ça n'empêche que c'était plutôt sympa. Et donc, il est face au 4, et là, t'as Lugalo qui fait « vas-y, on fait le signe du Bullet Club et tout », parce que bon, c'est quand même l'ancien leader du Bullet Club et le leader actuel du Bullet Club, hein, on l'oublie pas. Et donc là, ils vont pour... Enfin, il y a tout le monde qui fait le signe, sauf Jay White est toujours avec le titre sur ses épaules. Et là, on voit un mec qui déroule, qui débarque sur la rampe d'entrée, quoi. Et là, fin de show, quoi. Là, tu fais, oh les enculés. Très bonne fin. Très bonne fin. Automatiquement, tu te dis putain, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fout là, Jay White? Parce que là, il s'est pointé, mais on sait pas pourquoi. Donc, automatiquement, là, le show, Impact Wrestling, le weekly, ça sera ce soir. Au moment où la vidéo sera sortie, c'est tous les jeudis soirs, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Et donc là, on se dit, bah oui, bah putain, j'ai envie de voir ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, hein? Et donc, du coup, bah tu te dis, bon. Ça m'intéresse bien sûr et je vais regarder Impact. Ils m'ont eu. Franchement, ça me tente. J'ai vu des rumeurs, des trucs. Attention, là je vais du spoil. Peut-être spoil, peut-être pas. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Donc si vous voulez pas savoir des trucs par rapport à cette fin là, n'écoutez plus. Merci à vous de m'avoir écouté. Donc voilà, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Attention, je vais parler. Attention, 1, 2, 3. Vous êtes partis, j'espère. Et donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça pourrait être Frankie Kazarian. Bon, ça fait un peu... Alors, on se dit, pourquoi Kazarian? Pourquoi Kazarian? Et quand tu regardes le look et tout, ça peut être un Kazarian. Parce que, pourquoi Kazarian? Parce que il était sur les tapings de Impact. Donc, quoi qu'il arrive, il sera à Impact. Et en plus de ça, il est actuellement en feud avec l'élite. Donc ça ferait du sens par rapport à All Elite aussi. Mais là où ça ferait pas de sens, c'est pourquoi Kazarian viendrait là. Bah ouais, je sais pas. Bon, il y a ça et il y a également David Finlay pour attaquer Jay White. Bon, par rapport au Team Never. Bon, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, du coup, je me suis dit, putain, c'est qui? C'est un mec qui va attaquer... il a ramené ses potes du Bullet Club, quoi, mais on sait pas. Donc, c'est assez intriguant. Je partirais plus pour Kazarian pour attaquer les mecs du Bullet Club. Puis, c'est un ancien Impact. Puis, il est pas trop utilisé chez All Elite. Donc, autant qu'il aille chez Impact, en vrai. Hein. Donc, bon, on verra bien, mais en tout cas, très bonne fin de show. Très intriguant. Beaucoup de monde ont parlé de ça. Jay White faire ramener des yeux sur une promotion. Non, c'est très cool. Et puis, il peut pas aller au Japon. Donc, autant qu'il l'utilise là. Et peut-être qu'on va le voir sur l'élite aussi.
Donc non, c'est très très bien, très très bien. La note finale du show, j'ai mis un bon 3,75 sur 5. C'était vraiment un bon show, bien solide. Ça se regarde plutôt tout seul, en vrai, du début à la fin. Les matchs à voir, c'est bien entendu l'Ultimate X, l'Opener et le Main Event, à surtout voir. Et puis, moi, je conseille si vous n'êtes pas un anti-W. Morrissey contre Eddie Edwards, j'ai trouvé plutôt solide. Et puis également le Moose contre Chris Sabin. Donc voilà, donc vraiment un bon show de la part de Impact Wrestling. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi pour cette review de Impact Wrestling. J'ai réussi à faire moins d'une heure. Yes. En tout cas, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez? Un format plus monté, plus en podcast, etc. Quoi qu'il arrive, les formats sont diffusés en audio et en vidéo. Donc ça changera pas. Si vous m'écoutez, ça change pas grand-chose pour vous. C'est juste que là, il n'y a pas de montage. Et si vous regardez, j'essaye quand même de tout gérer en même temps. Vous avez vu, j'ai mis une petite musique de fond, etc. Histoire que ça soit pas trop mal quand même. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas à me le dire. Vos commentaires sont très importants pour faire évoluer la chaîne. Ce n'est pas fini pour cette grosse semaine des rebuts du catch. Vidéo de Money in the Bank. Aujourd'hui, c'est l'anniversary. Demain, c'est All Elite Wrestling. Et dimanche, je le rappelle, pour Romania, dernier pour Romania de la saison, le numéro 40, avec Ludivine de la chaîne C'est ça le catch en invité pour participer au débat avec nous, pour parler de New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling également. Et il y aura Fab et Max également dans cette émission en live 20h30 dimanche. Et puis bien entendu, j'espère que je vais croiser certains d'entre vous sur le show de Rix le 24, parce que je serai là. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me voir si vous allez au show. Voilà, hein, je vous fais des bisous, merci à vous, c'était Cody McLeod des rebuts du catch. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.